Vous recevez Sonia Mabrouk, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Merci cher Dimitri, la grande interview effectivement sur Europe 1. Mon invité ce matin est la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Après l'adoption du budget, le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc fixé son cap, Yaël Braun-Pivet, dans les prochains mois. Énergie, défense, immigration, on va en parler alors qu'on a appris ce matin que le chômage malheureusement continue d'augmenter, de progresser. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, dans une interview à plusieurs médias européens, ne parle que d'Europe. Je vous pose la question, et la France dans tout ça? Est-ce que vraiment on va avoir une année utile pour notre pays ou est-ce que ce ne sont que des mots? Alors une année utile, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, hommes et femmes politiques qui sommes aux responsabilités, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et donc, il faut de la volonté, une volonté déterminée pour pouvoir avancer. Et effectivement, hier, j'étais aussi à Matignon avec le Premier ministre et un certain nombre de responsables de la majorité pour regarder très concrètement quel serait le calendrier des prochains mois, quelles seraient les priorités. Je pense qu'il y a des voies de passage à l'Assemblée nationale pour un certain nombre de réformes. Et puis, je rappelle quand même que tout ne passe pas par l'Assemblée nationale et que le gouvernement a un certain nombre de leviers et de voies d'action qui ne sont pas de la législation. Et je pense particulièrement à ce qu'on va faire cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du contrôle sur les lois votées. Parce qu'on a voté beaucoup de lois, mais la plupart d'entre elles ne sont pas pleinement appliquées. Et donc, en fait, c'est comme si on faisait Vous avez un exemple en tête d'une loi véritablement qui n'a pas du tout, quasiment pas été appliquée? Regardez les lois agricoles. On voit que ça a mobilisé considérablement nos agriculteurs. Que ça soit la loi d'orientation agricole que l'on a votée, ou alors la loi du plomb, les décrets d'application, je crois, ne sont pas pris à 75%. Et bien ça, c'est problématique, parce qu'on vote des lois, elles ne sont pas appliquées, donc elle ne donne pas de résultats. Et discrédit du politique. Et discrédit du politique, mais les Français, ils attendent des réponses et des résultats. Ils n'attendent pas qu'on vote simplement des lois. Et donc moi, j'attends qu'on passe des textes importants à l'Assemblée nationale, on pourra en parler, mais aussi que le gouvernement applique les textes qu'on a déjà votés. À bon entendeur. Alors parlons justement de cette feuille de route du Premier ministre et par exemple de l'immigration. Prenons concrètement l'exemple dont il a parlé, l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Sébastien Lecornu dit vouloir prendre le sujet de l'immigration à bras-le-corps et dans le même temps, Yaël Braun-Pivet, il espère lutter contre la fraude, mais il considère le dispositif indispensable de l'AME et n'envisage pas une réduction du panier de soins. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que ce ne sont que des postures? Non, sur l'AME, il y a eu un rapport qui objective les choses et dont on a beaucoup parlé et auquel n'importe qui peut se référer. Je pense que avoir une aide médicale d'État, c'est important. On voit qu'il y a des pays comme l'Espagne qui ont voulu à un moment donné la supprimer, la transformer en aide médicale d'urgence. Oui, ce qui ne revient pas à une suppression, pardonnez-moi. Non, ils ont voulu réduction du panier de réduire. Soins. Alors pas que. Et ces paniers de soins et nombre de bénéficiaires, et ça n'a pas marché. Ça a donné des résultats qui ont été négatifs sur le plan épidémiologique, sur le plan santé publique, et ils sont revenus sur leur décision. C'est contesté par certains. Vous pensez que réduire ce panier, c'est vraiment laisser courir des épidémies? C'est deux choses différentes. Moi, je pense qu'il faut évidemment regarder le panier de soins pour voir ce qui ne va pas, mais c'est objectivement à la marge. Je sais que parfois, on prend toujours des exemples, et c'est des exemples assez caricaturaux et assez isolés. Donc, il faut regarder, et ça, c'est dans le rapport de Stefanini notamment. Donc, vous n'avez pas de position morale à regarder. Ce qu'il faut faire, c'est surtout bien contrôler les choses, et donc là, éviter les fraudes, et on a quelques solutions. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas supprimer l'AME. C'est un dispositif important et utile. Parce que je le précise, l'AME est accusée par une partie de la classe politique à droite de participer à l'attractivité sociale de la France et de générer un appel d'air migratoire. Alors, ils ont tort. Il y a dans tous les pays européens des dispositifs d'aide médicale d'État pour les populations sans papier qui arrivent dans les pays. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne, c'est le cas partout. Donc en fait, c'est pas ça qui est un facteur d'attractivité dans notre pays. Dans l'actualité, il y a les Braun-Pivet. Après-demain d'ailleurs, le droit de vote des étrangers extra-européens va être débattu à l'Assemblée nationale après un vote favorable en commission des lois. Je le rappelle, c'est un sondage récent. 71% des Français sont contre le droit de vote aux élections municipales des étrangers non ressortissants de l'UE. Et vous, quelle est votre position sur ce sujet ? Moi, je suis assez réticente à ce droit de vote des personnes qui sont de nationalité extra-européenne. Je pense que c'est bien que, évidemment, les personnes qui sont européennes puissent voter lorsqu'elles sont établies dans notre pays. Aller au-delà, ça me semble aller trop loin. En revanche, si les personnes sont
intégrées en France et veulent faire leur vie en France et qu'elles adoptent nos valeurs, notre façon de vivre, etc., eh bien, passons à l'étape d'après. Si elles souhaitent être naturalisées, naturalisons-les pour leur permettre une intégration sur le long terme dans notre pays. Mais les demi-mesures comme ça ne me convient pas. Et le texte a très peu de chances de passer, Alors, c'est me un très semble-t-il. vieux texte Oui. qui, et qu'il a inscrit voilà. en 5e position dans la Oui, niche je pense écologiste. qu'il a peu de chances de passer. Et comme vous le savez, après, le chemin n'est pas terminé. Ça n'est pas parce qu'il sera adopté à l'Assemblée nationale éventuellement qu'il pourra être mis en application. Mais en tout cas, moi, je n'y suis pas favorable. Et plus largement, Yael Braun-Pivet, le Premier ministre promet donc un remaniement ministériel d'ici le 22 février. Alors, sans les prétendants à la présidentielle, est-ce que c'est indispensable, même si, il faut le dire, hein, les Français ne suivent plus du tout ce bal des postes et des ministères, mais est-ce que vous pensez qu'il faut une équipe resserrée sans tous ceux qui regardent vers 2027 ? Je ne sais pas qui va rester, mais est-ce que c'est resserré, moi, depuis que je suis née, on me parle d'équipes resserrées, je ne les ai jamais vues, donc je n'y crois pas beaucoup. Je pense en revanche qu'il faudrait que tous ceux qui sont dans l'action, que ce soit gouvernementale ou résolument parlementaire, n'aient pas l'œil rivé sur 2027. On parlait en début d'interview d'année utile. L'année utile, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les Français. C'est pas qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, je pense qu'on a besoin de gens qui sont à la tâche. Et moi, je vois les Français, c'est ce qu'ils me disent aussi. Ils en ont marre des politiques qui visent toujours le mandat suivant. C'est comme, voilà, nous avons une mission, cette mission, c'est les Français qui nous l'ont confiée. Moi, je suis quelqu'un qui a été élu. En plus, ma mission, ça a été d'être président de l'Assemblée nationale, mission confiée par d'autres parlementaires. Et je crois que les Français veulent qu'on exerce pleinement la mission qui nous est confiée. Donc le Premier ministre, il a sa mission de Premier ministre. Moi, j'ai ma mission de président de l'Assemblée nationale. J'invite chacun à se concentrer sur le quotidien et sur aujourd'hui plutôt que sur après-demain. Et bien justement, après-demain, pour certains, c'est peut-être un poste à la tête de la Cour des comptes. Amélie de Montchalin est pressentie à ce poste-là, qui est quand même, ce n'est pas rien. D'ailleurs, elle pourrait contrôler un budget qu'elle a elle-même préparé. Est-ce que c'est la République des copains ? Je dirais pas des coquins. Déjà, il y a quelque chose dont je me réjouis si ce bruit est avéré, c'est que pour une fois, le président de la République m'aura écouté parce que je voulais absolument qu'il nomme une femme. Figurez-vous que la Cour des comptes... c'est votre choix. Alors, c'est pas mon choix particulier, mais moi, je voulais qu'il nomme une femme. La Cour des comptes est une institution qui n'a jamais été présidée par une femme depuis qu'elle existe. Ça fait plus de 200 ans. Et donc, en fait, moi, je suis lasse de cette République où les femmes n'ont pas toute leur place. On donc, peut pour entendre, cela, mais la reconnaissance, je me réjouis. Quoi qu'on pense d'Amélie de Montchalin, la choix du président, et elle a la compétence, évidemment. Oui, mais, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, c'est le choix du président. C'est nos règles. Et donc, est-ce qu'on ne recasse pas tous ceux qui ont servi au sein du gouvernement ? C'est à partir du moment où les compétences sont là, pour moi, ça n'est pas un sujet. Alors, à l'approche de 2027, parce qu'il y en a beaucoup qui y pensent quand même, plusieurs figures du centre semblent nourrir des ambitions présidentielles, et vous n'en êtes pas dénués d'ailleurs. Je cite également Édouard Philippe, Gabriel Attal, ou encore Sébastien Lecornu. Qui incarnerait le mieux le bloc central, d'après vous, si ce n'est pas vous ? Écoutez, pour moi, en fait, déjà, la question est de savoir qu'est-ce que le bloc central ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Et on le trouve où d'ailleurs ? Et chacun a une conception différente du bloc central. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répondre à cette question. Et n'étant pas en capacité aujourd'hui de répondre à cette question. Qui vous êtes en réalité ? Si moi, je sais très bien qui je suis. Plus largement. Et je sais ce que je pense et je sais quelles sont mes valeurs. Après, je vois que le bloc central est mouvant selon les prétendants. Mais c'est ma question. En fait, et donc, s'il devait y avoir une primaire, il y a le Braun-Pivet, où vous mettriez-vous vous pourriez mettre le curseur du périmètre idéal. Moi, je suis résolument modérée. Ce que je vois est résolument centriste. Ce que je vois, c'est que chacun place le curseur d'une éventuelle primaire selon sa position et se met au centre de ce curseur. Et donc, le périmètre de la primaire bouge. Et donc, aujourd'hui, je pense que on n'est pas en capacité de déterminer ce périmètre. On va voir comment se passent les prochaines échéances municipales, comment vont se dérouler les mois qui viennent à l'Assemblée nationale et dans notre vie politique. Et je pense que tout ça va se clarifier. Je pense aussi vraiment profondément que ce n'est pas le moment. Je suis d'accord. Moi, personne ne me parle sur le terrain de la présidentielle. Les gens, ils me parlent des textes à venir, du texte fin de vie qui est attendu et dont on va commencer l'examen la semaine prochaine. Ils me parlent de la loi de programmation militaire parce qu'ils veulent qu'on renforce nos armées. Je pose la question, de ça qu'on me parle. Parce que c'est une clarification quand même sur vos positions. Parce qu'il y a quelque temps, avec Gérard Larcher, d'ailleurs, vous aviez plaidé pour des listes du socle commun, allant de Renaissance à LR, en passant par Horizon, le MoDem. Est-ce que c'est la stratégie qui se profile ? Alors, nous avons
avons travaillé à cela avec le président du Sénat, effectivement, sur notre territoire d'élection à tous les deux dans les Yvelines. On n'a pas réussi partout. Il y a des endroits où on va avoir des listes qui s'affrontent. Mais on a effectivement travaillé à une convergence parce que sur le terrain, nos maires... C'est d'actualité aujourd'hui. C'est d'actualité. Moi, j'ai dans ma ville, dans ma plus grosse ville de ma circonscription, qui est Sartrouville, une ville de 50 000 habitants, deuxième ville des Yvelines, j'ai fait une alliance avec le maire, LR, avec lequel je travaille. Mais cette alliance, figurez-vous, Madame Mabrouk, qu'elle existe depuis 2020. Parce que aux précédentes municipales, j'étais déjà dans cette démarche d'alliance pour simplement travailler ensemble au bien commun. C'est intéressant, c'est-à-dire que les LR préparent quand même des alliances avec le bloc central. Mais c'est depuis longtemps, ça existe, et c'est pas des alliances de parti à parti, c'est d'alliances d'énergie à énergie locale. Parce que des personnalités s'entendent. Vous savez que Gérard Larcher et moi-même, nous nous entendons parfaitement et nous avons envie de travailler ensemble. Et c'est pas les partis qui l'ont décidé, c'est les hommes et les femmes. Et je crois que ça, c'est précieux, d'avoir cette sincérité de l'engagement et cette honnêteté de se dire qu'on a envie de travailler avec l'autre, même s'il n'est pas de son parti politique. Alors certains vont avoir du mal, puisqu'il y a des passes d'armes qui deviennent quand même homériques, notamment à Paris. Est-ce qu'une alliance entre Rachida Dati, candidate de la droite, mais toujours ministre, et Pierre-Yves Bournazel, candidat de Renaissance, serait possible alors dans une telle optique? C'est pour ça que je vous parlais d'alliance d'hommes et de femmes, donc c'est à eux de le décider aussi. Ça, c'est la carpe et le lapin, est-ce qu'ils ont envie de travailler ensemble? Est-ce qu'ils ont envie de porter un projet commun? Mais ça, c'est vraiment, ça ressort d'eux. Je pense vous savez, je crois que les Français veulent aussi la vérité des hommes et des femmes quand on leur parle, plus que de savoir ce que pense le parti politique, de quelle étiquette on est, etc. Qu'est-ce qu'on a au fond de nous? Et ça sera à eux de le définir pour Paris. Très intéressant. Qu'avez-vous au fond de vous en cas de duel LFI-RN dans certaines circonscriptions? Pour qui est-ce que vous appelez à voter? Est-ce que vous allez reproduire l'alliance des dernières législatives entre Socle commun et LFI? Moi, je n'appelle à voter ni pour LFI ni pour le RN. Après, dans ma circonscription, vous m'avez dit langage de vérité. Oui, mais c'est un langage de vérité. J'ai de la chance. Ça ne se présente pas. Et si ça se présentait? Et moi, mon job en tant que femme politique, c'est de faire en sorte que ça n'arrive jamais. La langue mais non, de mais bois. c'est pas la langue de bois. Généralement, on me dit ça pour pas répondre. Mais non, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement donner aux Français la capacité à chaque élection de ne pas avoir à choisir entre deux extrêmes, mais de pouvoir choisir pour un candidat modéré. Moi, je me souviens, pendant les législatives, là, dans ma circonscription, il n'y avait pas cette difficulté. Et il y avait des Français qui me disaient ailleurs oh, « mais moi, je ne sais pas quoi faire, je suis contrainte de voter entre justement RN et LFI, j'aimerais tant n'avoir pas ce choix cornélien à faire. » Eh bien, moi, ma mission en tant que femme politique, c'est de faire en sorte que les Français n'aient nulle part en France ce choix cornélien à faire. D'ailleurs, ça fait 2 fois que vous dites modéré, c'est pour pas dire républicain, qu'est-ce qu'un candidat modéré? En fait, c'est plutôt ma façon d'être, d'une façon générale. Vous voyez, souvent on me dit que je m'énerve jamais au perchoir. On me dit comment vous faites pour rester aussi calme? En fait, c'est mon tempérament d'être modéré, d'être calme, d'être assez apaisé, d'être un peu zen pour faire face aux tempêtes. Je pense que c'est assez sain. Donc en fait, c'est ma nature profonde. Et donc, je m'énerve pas. C'est pas mon style. Donc je suis pas radicale. Ou alors, si je devais être radicale, je serais radicalement modérée. Alors, est-ce qu'on peut être radicalement modéré sur un texte aussi important, aussi sensible et qui interroge finalement pas seulement la fin de vie, mais toute la vie entière? Vous défendez fermement l'euthanasie, disons les mots, à mourir. C'est pas tout à fait pareil. Vous y voyez une différence avec ce texte où il y a très peu de garde-fous? Alors, déjà le texte aujourd'hui va revenir, donc va être examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale en 2e lecture. On a pris le temps d'examiner ce texte, ça fait très longtemps, ça fait des années qu'on y travaille. Et déjà, je voudrais saluer l'Assemblée nationale, mes députés, ont réalisé un travail remarquable et se sont respectés dans l'hémicycle, quelles que soient leurs convictions. Et ça, c'est important et je suis convaincue que ce climat apaisé va continuer. Après, c'est un texte grave, c'est un texte lourd. Alors pourquoi cet empressement? Mais il n'y a pas d'empressement. Vous avez dit récemment, il faut faire vite sur ce texte. Honnêtement, je vous pose la question au-delà de... En fait, peut-être... cette interview, je ne comprends pas l'empressement. Alors, quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'empressement. C'est un texte, la première proposition de loi sur l'aide à mourir, elle date de 1978. 1978. Et après, quand on a décidé d'avancer sur ce texte, il y a eu d'autres propositions de loi en 2017, il y a eu des tribunes, on a essayé d'en débattre, nous n'avons pas réussi à aller au bout. Et dans le 2e quinquennat,
le président de la République a décidé d'avancer sur cette réforme sociétale importante et a lancé toutes les consultations. Et donc, il y a eu le Conseil national d'éthique, il y a eu le CESE, il y a eu beaucoup de Mais est-ce que vous ne regretterez pas un jour, Yael Braun-Pivet, de ne pas être allé jusqu'au bout vraiment de la couverture des soins palliatifs avant d'arriver quand même à cette aide à mourir? Pour moi, ça n'est pas concurrent. Il faut avancer ensemble. Sur les soins palliatifs, je rappelle que le gouvernement a adopté une stratégie décennale des soins palliatifs avec 1 milliard d'engagements financiers pour les développer partout en France. Il faut les développer partout en France parce que moi, ce que je veux profondément, c'est que chacun ait le vrai choix. Et le vrai choix dépend de l'accès partout aux soins palliatifs. Est-ce que ce n'est pas un préalable avant d'aller voir ensuite l'aide active à mourir? C'est pas forcément un préalable. Il faut laisser ce vrai choix et c'est en ouvrant l'aide active à mourir, en mettant des garde-fous, évidemment. Il y en a dans le texte. Juge insuffisant. Il y en a dans le texte et peut-être qu'ils vont être renforcés. Le débat parlementaire va se poursuivre. En février, nous allons reprendre les débats. Le texte va repartir au Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire. Il va revenir à l'Assemblée. Il repartira au Sénat. Et donc, il va y avoir des débats encore. Et justement, moi, j'ai regretté, vous voyez, que le Sénat, justement, ne rentre pas à fond dans ce débat parce que justement, ce dialogue entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le texte, sur les conditions, sur les garde-fous dont vous parlez, je crois aurait été extrêmement intéressant, extrêmement utile à notre population. Donc en fait, continuons à débattre, rajoutons des garde-fous, créons davantage de conditions. Si cela s'avère nécessaire, c'est les parlementaires qui vont en décider. Mais en tout cas, avançons. Et je crois, c'est les derniers sondages le montrent, les Français attendent ce texte. Et quand on fait de la politique, il faut aussi écouter. Il faut avoir ses valeurs. C'est des questions en son âme et conscience. La population, il faut écouter les Français, nous les représentons. Bien. Il faut les écouter dans tous les domaines alors. Il faut les écouter dans tous les domaines, évidemment. Et une question aussi, Yael Braun-Pivet, on poursuit notre entretien sur Europe 1 autour de la commission d'enquête autour de l'audiovisuel public avec aujourd'hui l'audition notamment d'Élise Lucet après celle de Léa Salamé. Vous aviez rappelé à l'ordre le rapporteur Charles Aloncle estimant qu'il pouvait ou qu'il risquait ou qu'il était en train de dévoyer cette commission. Est-ce que vous n'êtes pas sorti de votre rôle pour défendre le service public? Alors je défends les commissions d'enquête et je défends le Parlement, c'est ma boussole. Ma boussole, c'est le Parlement, ses pouvoirs, ses prérogatives, c'est l'institution Assemblée nationale. Et moi, j'essaye de convaincre chacun que l'Assemblée nationale, cœur de la démocratie, c'est notre bien le plus précieux. Et donc l'Assemblée nationale a beaucoup de monde. Le et l'Assemblée nationale, non, je ne dis pas ça. Mais l'Assemblée nationale a des prérogatives puissantes en commission d'enquête et il faut les utiliser à bon escient. Et moi, je ne constate simplement que c'est une commission d'enquête pour laquelle j'ai eu le plus de remontées de parlementaires qui en sont membres, quel que soit leur parti. Positif peut-être aussi, alors, non? Ça peut arriver, je suppose. Alors, il y en a, évidemment. Mais j'ai surtout des récriminations sur la façon dont ça se passe, sur l'ambiance, sur les coups d'éclat, sur l'instrumentalisation, sur la façon dont se passent les auditions, etc. Ça me remonte beaucoup. Après, j'ai eu beaucoup de remontées sur d'autres commissions d'enquête aussi. Ça n'est pas la seule commission d'enquête sur laquelle je suis intervenue. Je crois que c'est la 5e. Et pour vous dire, parce que j'ai... Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'intervention politique. Parce que pas là, une intervention de quoi il s'agit? Déficit abyssal des comptes, manque de transparence des contrats, orientation idéologique, en tous les cas dénoncée par Charles Aloncle. Est-ce qu'il ne fait pas, certains disent, un travail d'intérêt général? Les commissions d'enquête sont un outil extrêmement important et pertinent. Le travail qui est fait est bien souvent extrêmement sérieux. Là, et tout le monde le voit, il y a quand même des coups d'éclat, il y a quand même une mise en avant médiatique du rapporteur qui est évidente. Pour avoir connu une autre commission d'enquête. Mais je l'ai rappelé à d'autres aussi. Où pas grand monde était intervenu, il y a eu des coups d'éclat. Je l'ai rappelé à d'autres et pour tout vous dire, avant la dissolution, j'avais proposé au bureau de l'Assemblée nationale une charte des commissions d'enquête et du comportement en commission d'enquête. Malheureusement, la dissolution est intervenue et nous n'avons pas été plus loin. Mais c'est une interrogation collective qu'on doit avoir. Certains m'ont demandé un peu un mode d'emploi de la commission d'enquête parce que effectivement, il y a très peu de règles, seulement des règles un peu déontologiques larges. Et je pense qu'il faudrait en tout cas regarder ça collectivement pour les renforcer, pour justement que les commissions d'enquête puissent garder toute la puissance qu'elles ont aujourd'hui. Et on voit que dans l'opinion publique, elles sont souvent
très saluer pour la qualité Tout de à leur fait, travail. Il effectivement. faudrait que ça puisse continuer. Et moi, c'est ma boussole, ça. La J'en garante. suis On va garante. conclure, Yael Braun-Pivet, par évidemment l'affaire Epstein qui a pris une nouvelle ampleur en France, démission de Jack Lang, de Lima dernièrement, et puis tout le volet français. On a l'impression qu'il y a un frein finalement à explorer ce volet français. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un accélérateur de la justice? Comment vous expliquez quand même une telle réticence face à un scandale aussi indicible? C'est assez terrifiant. Déjà, moi, tout en reconnaissant la qualité de l'engagement et l'œuvre de Jack Lang en tant que ministre, je ne veux plus voir d'hommes et de femmes politiques qui profitent des largesses de personnes privées. On a essayé Que l'avez-vous dit avant? Mais Pourquoi tous les responsables politiques ne l'ont pas dit moi, je trouve avant? ça sidérant, ces hommes et ces femmes politiques qui profitent du jet privé, qui vont se faire payer des vacances. C'est inacceptable. Et c'est inadmissible parce que vous devenez, non seulement c'est condamnable moralement, mais vous devenez peu ou prou les obligés des personnes qui vous entretiennent. Et ça, moi, ça me choque profondément en tant que femme politique et je crois que ça choque profondément les Français. Après, sur l'affaire en elle-même qui est évidemment complètement abominable, je pense qu'il faut effectivement, s'il y a des ramifications françaises, faire toute la lumière. Donc il faut que la justice puisse être saisie. Je vous rappelle, parce que j'entends des personnes qui veulent des commissions d'enquête parlementaires, la commission d'enquête parlementaire ne doit pas être en concurrence avec la justice, c'est la limite des commissions d'enquête. En tout cas pas en concurrence. Et pas sur les mêmes faits. En fait, pas sur les mêmes faits. Bon, c'est un rappel utile. Ça, c'est aussi important. Le Parlement, ça entraînerait de la confusion des pouvoirs. Et notre pays, là aussi, est fondé sur une séparation des pouvoirs entre le législatif et la justice. Donc la justice, à mon sens, doit être saisie et doit être en capacité d'enquêter sur l'ensemble de ces faits. Merci Yael Braun-Pivet. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. Merci Yael Braun-Pivet. Merci Sonia Mabrouk.